dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Il y a des savoirs qui impressionnent et d'autres qui transforment. La différence? La capacité à les rendre accessibles. Ce mois-ci, on explore comment les compétences deviennent de véritables leviers d'égalité. Et si la vulgarisation était l'une des plus puissantes d'entre elles? Non pas simplifier pour appauvrir, mais clarifier pour inclure, structurer pour transmettre, donner à comprendre pour redonner du pouvoir. Avec Apolline, on parle de synthèse, cet art exigeant de garder l'essentiel, de structurer la prise de parole pour que les idées ne se perdent pas dans le bruit, et de curiosité, créativité, parce qu'expliquer demande souvent plus d'intelligence que de complexifier. Rendre un sujet compréhensible, ce n'est pas le diminuer, c'est ouvrir la porte. Et si faire bouger les lignes commençait par rendre le savoir partageable? Parce que comprendre, c'est déjà s'émanciper. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Apolline, bienvenue dans le podcast. Coucou Marine, merci beaucoup de me recevoir surtout. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant et sur lequel justement on parle pas suffisamment. En tout cas, on discute pas assez de ce sujet-là pour en prendre conscience un peu collectivement. Puisque la thématique de ce mois, c'est vraiment d'aller chercher comment est-ce que la compétence peut devenir un levier d'égalité. Et toi, ça t'a inspiré un sujet auquel je n'avais pas pensé initialement. Mais je vais d'abord te laisser te présenter pour qu'on comprenne qui tu es. Alors moi c'est Apolline, je suis autrice d'une newsletter qui s'appelle, La Ploufletter sur Substack, qui est à la croisée entre des diverses thématiques de culture, de société et d'inclusion et j'accompagne aussi les solopreneuses essentiellement à créer ou développer leurs médias. Donc c'était vraiment dans les grandes lignes. De toute façon, on va en apprendre plus sur toi justement en t'écoutant. Alors, bah, toi, dans ton métier, dans ta façon de voir les choses et dans toutes les valeurs que tu portes, comment justement tu as accueilli le sujet que je t'ai amené et qu'est-ce que ça t'a inspiré? Eh bien, quand tu m'as parlé de la thématique, je me souviens avoir pas mal hésité en me disant que je voyais pas forcément trop dans la communication comment je pouvais adapter ça. En fait, en discutant ensemble, c'est le sujet de la vulgarisation qui m'est venu à l'esprit parce que je le vois comme une manière de décloisonner un peu les différents sujets ou les différents silos qu'on peut avoir et surtout de faire en sorte de démocratiser, ouais, le savoir ou l'attrait pour, certaines thématiques. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sponsorisé par mon scroll sur les réseaux sociaux et ma découverte de contenus, tous aussi différents les uns que les autres. Mais tu vois, je pense à des sujets comme le journalisme, la religion ou même, la sociologie où la vulgarisation, ça permet vraiment de s'y plonger sans avoir trop d'appréhension par rapport, Mmh. à la thématique donnée et je trouvais que ça résonnait bien avec, la compétence comme un vecteur d'équité d'une manière Parce ou que d'une autre. c'est un vrai frein qu'on peut identifier assez rapidement, le fait de juste pas connaître un sujet, bah, forcément on s'y intéresse pas donc quand on est cantonné dans un milieu, que ce soit un milieu d'origine, de culture, de voilà, peu importe ce qui nous a, définis dans notre début de vie, si on peut dire ça, qu'on vienne d'un milieu plus rural, d'un milieu plus citadin, d'un milieu plus culturel ou au contraire, très, formaté sur une culture. Dans tous les cas, ce qu'on ne connaît pas, ben, on peut pas être attiré par ça et on peut pas avoir envie d'aller développer ses compétences si tout simplement on le connaît pas. Oui, c'est ça et c'est vraiment cette question d'accessibilité et je pense aussi à toute la mouvance, de BookTok dont tu as peut-être entendu parler, où vraiment les gens partagent leurs lectures, leurs coups de cœur, c'est je mets un petit warning parce qu'il y a quand même beaucoup d'incitation à la consommation comme, tu as aussi beaucoup de book haul, mais tu as des gens qui vont en bibli, comme moi et qui adorent ça. Mais la lecture, la façon dont on nous l'a enseigné dans les études, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'assez élitiste. Tout le monde n'avait pas non plus, cette, habitude dans la famille de pouvoir s'y tourner et cetera et je trouve que les réseaux sociaux, ça a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière et ça nous a vraiment permis de remettre du plaisir dans la lecture et aussi de démystifier cet acte qui parfois peut être, vu comme quelque chose, de très loin de nous et Mmh. c'était vraiment en ce sens où, ce que tu dis résonne, tu vois? De se dire que ça te permet
d'apprendre à connaître des nouveaux sujets de manière différente et c'est pas forcément apprendre à les connaître, de A à Z parce que Mmh. là, je te parlais d'historiens, d'historiennes de la religion, de sociologues. Je vais pas avoir un doctorat, en scrollant leurs vidéos, mais au moins, tu vois, ça plante ça plante une petite Ouais. graine et ça te donne envie d'aller chercher selon, en fait, selon tes appétences Mmh. aussi. Si tu vas aller sur YouTube, sur des papiers de recherche, des livres, tout est possible. Et je sais pas si toi, tu vois, tu découvert déjà des sujets que tu connaissais pas grâce au réseau ou grâce à internet, de façon plus globale? Je pense que clairement, on fait partie de la génération qui a, commencé à utiliser internet dans le cadre, de notre scolarité, de Ouais. nos études et donc ça nous a effectivement, permis de découvrir des choses qu'on ne serait pas forcément allés découvrir dans des encyclopédies ou d'autres choses parce que c'est typiquement pas vraiment des livres qu'on ouvrait à l'école, avant ça. Et moi, j'irais un peu plus loin et toi, tu as parlé d'effectivement, la vulgarisation via les livres et cetera. Mais je dirais aussi que, y ça enlève une partie contrainte que pouvait avoir, effectivement l'apprentissage en tant que tel, comme on peut C'est vrai. l'envisager très scolairement ou juste, en prenant quelqu'un qui nous explique un sujet. On peut avoir un effet de contrainte qui apparaisse. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire parce qu'à l'école, on leur demandait de livres et C'est ça. titres précis et où on n'a pas eu le choix de lire des choses qui nous intéressaient en suivant nos attraits, nos appétences, nos passions. Pareil, je veux dire sur les maths, l'histoire, on a eu une contrainte posée par l'éducation, en scolaire que la vulgarisation peut permettre de lever. Moi, j'ai été écouter des conférences de mathématiciens autour Ouais. de l'intelligence artificielle et cetera pour comprendre et cette vulgarisation-là, elle a fait sauter un peu les contraintes autour de la technicité des choses. Je crois qu'on en avait parlé en préparant l'épisode de cette différence justement entre la pédagogie où, en plus tu as ce côté aussi où tu es obligé d'aller à l'école, donc ton prof Mmh. n'a pas forcément d'efforts à faire en termes d'organisation de cours, Après je pense que notre cerveau aussi a été matrixé par, les réseaux sociaux. On est habitué à réfléchir en termes d'accroche, de contenu long et de conclusion, donc tout est bien packagé et les personnes qui vulgarisent aussi, tu le font très Mmh. bien. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu te mets sur les réseaux et que tu dois expliquer ton sujet, il y a vraiment cet enjeu de se dire: «Il faut que j'arrive dans un premier temps à capter l'attention de mon audience, de ma communauté et ensuite que j'arrive aussi à trouver des bons moyens d'expliquer et de rendre accessible, mon savoir». Moi, j'avais lu un livre, mais il y a très longtemps de vulgarisation autour de la physique quantique, auquel je ne comprends absolument rien. Et là, il y avait eu, tu sais, des métaphores qui avaient été créées ou même, l'ajout de petites, blagues ou tournures de phrases qui cassaient un peu le rythme, très docte, qui faisait que mon attention aussi arrivait à suivre, un certain schéma et à ancrer certaines choses qui, j'en suis sûre, n'auraient pas du tout été retenues si j'avais été assise sur Mmh. ma chaise en cours. Et c'est pour ça que j'adore notamment BookTok, dont je parle à chaque fois et où je trouve qu'il y a tout ce travail de réflexion sur tu as aussi l'autorisation de commencer et de documenter ton parcours. Je sais pas comment Mmh. le Mais de toute mettre façon, en il y mots, a mais un objectif très différent entre, la pédagogie et la oui, vulgarisation, puisque dans la pédagogie, l'objectif, c'est d'apprendre une nouvelle, c'est ça. donnée à notre public, alors que dans la vulgarisation, finalement, c'est plus faire comprendre, intéresser le public à ce Oh, sujet. Alors on peut oui, être pédagogue tout en vulgarisant, ça peut être 2 compétences qu'on combine et ça, c'est vraiment, on va dire, le top du top parce que yes, si quelqu'un qui doit te faire passer en apprentissage arrive en même temps à vulgariser et à du coup à transmettre sa passion et à t'y intéresser et cetera, c'est trop le bien. top du top. Mais on peut être l'un sans être enfin, c'est 2 compétences qu'on peut maîtriser Mmh, indépendamment l'une de l'autre et donc on peut en maîtriser qu'une sur les 2. Heu mmh. et effectivement, l'objectif n'est pas du tout le même. Et c'est intéressant, tu vois, ce que tu dis sur, justement cette différence de posture. Parce que c'est vrai que tu peux être extrêmement bon et enfin, pas forcément pédagogue, mais tu peux être expert dans un sujet ou experte dans un sujet, mais pour autant ne pas savoir comment faire en sorte de le rendre, accessible aux gens et devenir, pas quelqu'un de soporifique, ça c'est vraiment mon
Yes, là, c'était vraiment moi qui parlais. Mais avoir du mal à sortir aussi de cette posture-là et ça demande un effort beaucoup plus conséquent que potentiellement parler à tes pairs qui baignent déjà dans cet écosystème, Mmh. comprennent des mots de jargon et arriver à faire en sorte que ce que tu apprends ou ce avec quoi tu deals tous les jours soit compréhensible d'autres personnes, ça demande une réflexion et une prise de recul énorme qu'on n'a pas forcément et qui aussi peut être beaucoup plus difficile, pour certains C'est une limite qu'on ah, rencontre pardon. énormément dans le monde professionnel, où on a beaucoup de gens qui sont effectivement experts du métier qu'ils ont, du secteur d'activité dans lequel ils baignent, et cetera, mais qui, à travers les projets, par exemple, n'arrivent pas à transmettre, leur expertise au reste de l'équipe, projet qui sont peut-être dans d'autres Oui, métiers ou dans d'autres secteurs et du c'est coup, vrai, on a du mal à amener le projet à son terme parce que, justement cette vulgarisation, marche pas. c'est vrai et je pense qu'il y a aussi vraiment l'aspect confort. Enfin, j'en parlais en parce que une de mes missions, c'est préparer des épisodes de podcast. Parce que là, on est vraiment dans Inception. Et j'en avais discuté avec une invitée qui m'expliquait que justement c'était difficile pour elle de faire ce pas de recul parce que ça demande aussi un peu de changer de statut que de dire, «Bah, je suis plus simplement l'experte qui va t'expliquer quelque chose, mais je vais me mettre à ton niveau pour, soit documenter comme on disait, soit essayer tout simplement de te faire comprendre pourquoi c'est Mmh. important de se pencher sur X ou Y chose». Parce que c'est vrai que on peut pas devenir un pro ou une pro du sujet, donc tu peux pas avoir comme ambition de faire en sorte que tout le monde comprenne une fois que tu as expliqué la thématique, mais au moins de donner des clés pour que on s'entende et qu'on parle le même langage. Et c'est vrai Mmh. que dans les projets, mais même, en fait, dans la communication, c'est aussi une question de vulgarisation parce que si tu veux attirer des nouvelles personnes à toi, si tu veux faire en sorte que ton écosystème qui peut te recommander des personnes aussi autour de toi soit capable de le mettre en mots, c'est tout un travail de réflexion que tu dois mener et qui est parfois difficile. Enfin et c'est aussi pour ça que tu te fais accompagner généralement par des personnes qui sont hors de ton écosystème, parce que ça te permet déjà, enfin ça t'oblige plus que ça te permet, de déjà, essayer de le formuler différemment. Mmh. Mais ça peut être extrêmement difficile. Même moi, l'exercice de mettre en mots et ramasser ma présentation en quelques phrases, ça a été ultra difficile. Et c'est pour ça que c'est un challenge que j'aime beaucoup lancer à mes invités, parce que je sais que ça vient justement travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler, des prises de recul C'est ça. qu'on fait rarement, parce qu'on a rarement l'occasion aussi de se mettre un petit peu en pause et de se dire: «Comment est-ce que je parle de moi?» qu'on Ouais. soit, salarié, entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe, on prend difficilement ce temps de recul. Et en plus, ça te permet de l'aborder aussi avec un aspect plus créatif. Parce que Mmh, dans la vulgarisation, chacun, chacune a son style aussi. Enfin, tout à l'heure, tu vois, je te parlais de métaphores qui peuvent servir pour pouvoir faire en sorte que tu comprennes mieux X ou Y chose, mais peut-être que pour d'autres, ce sera plutôt par l'humour. mmh, Là, je te parlais de BookTok qui est quand même beaucoup vidéo, mais ça peut être, sortir, des posts comme, je crois que c'est Marie Robert sur, les réseaux sociaux, tu vois, autour de la philosophie, où elle OK. fait aussi souvent des posts, qui donnent un premier aperçu de son univers et de la façon dont elle conçoit la philosophie et dont elle l'applique dans la vie de tous les jours. Et c'est un autre médium qui lui correspond, peut-être, plus que de faire des vidéos tous les jours. Enfin, Ouais. c'est aussi un gros travail d'introspection. C'est un travail d'une vie. Et comment toi, du coup, tu l'abordes dans ton quotidien, peut-être à travers de ta newsletter Ah, ou, de ton accompagnement? ouais et ben, dans ma newsletter, c'est un gros sujet, de savoir comment faire en sorte, d'arriver à être lu par un lectorat qui soit divers. En gros, pour t'expliquer, dans mon lectorat, j'ai des personnes qui sont concernées par, des sujets de discrimination, de quête identitaire, donc qui peuvent avoir, déjà certains mots de vocabulaire ou qui Mmh, savent, entre guillemets, «lire» l'écriture inclusive que j'utilise. Donc au début, j'avais mis en place une charte pour expliquer mes choix, pour, aussi expliquer quels sont les différents modes d'écriture que j'allais utiliser. Mais tu as aussi des personnes qui ne sont extérieures à cet écosystème, donc là, j'essaye de toujours mettre, des notes de bas de page ou de
le formuler plus ou moins différemment, de paraphraser pour m'assurer que les personnes comprennent. Mais même en termes d'âge, je sais qu'il y a des gens qui sont parfois proches de la soixantaine ou qui sont retraités, et je ne pense pas qu'à mes parents, mais qui vont pas forcément, tu vas avoir, tous les mots de vocabulaire ou le jargon un peu start-up, qui est aussi l'écosystème dans lequel j'évolue. Et donc, pareil, je vais essayer de toujours aller chercher sur des sites, comme, Synonymo, des mots qui pourraient être, plus faciles à comprendre, ou alors, j'essaye d'avoir des définitions qui sont appliquées. Et je passe aussi beaucoup par la métaphore, parce que la newsletter s'appelle la Ploufletter et le média, de façon plus globale, s'appelle la piscine. Et tout le jeu de mots, c'est de se plonger dans toutes ces thématiques, s'immerger. Je vais pas te faire tout mon vocable, mais c'est vraiment jouer là-dessus. Et ça me permet aussi parfois d'expliquer en des mots un peu plus simples des sujets qui peuvent être, difficiles ou un peu deep. Je pense, notamment, au sujet d'inclusion, mais même, sur, certaines thématiques d'écologie, comme, quand je prépare des newsletters, je me plonge vraiment dans des rapports de recherche, des études, donc des choses qui sont assez imbuvables. Et donc tu as toute la question de la synthétisation, Mmh. mais après aussi de comment tu le remets dans des mots du quotidien. Et passer par la métaphore, en fait, ça m'oblige à casser parfois le ton docte que je peux vouloir Mmh. utiliser. Mais essayer aussi d'en parler avec des gens. J'ai beaucoup ça où, ben, les entrepreneuses que j'accompagne, parfois c'est pas forcément moi qui vais trouver les bons mots, mais c'est juste en les faisant parler Mmh. de leur quotidien, comme elles pourraient parler à un pote ou à une pote, ou même à moi qui, ne faisant pas partie de leur écosystème, dit souvent: «Bah, écoute, je ne comprends rien» ou «Je ne sais pas ce que ça veut dire». Bah, là, pareil, ça t'oblige à sortir de la posture, d'experte. Ouais, d'avoir cette mise en mots qui est un peu plus quotidienne, un peu plus fine et beaucoup plus accessible pour, le commun des mortels. Mais Ouais. dans ce cas-là, ça dépend aussi de leur objectif. Mmh. C'est si leur cible se situe dans leur groupe de pairs, dans ce cas-là, il y a pas forcément d'intérêt à «traduire» entre guillemets ce que tu fais. Ouais. Ça fait une Je sais bonne pas toi. transition, avec la prochaine question que je voulais te poser. Parce qu'on a mis un petit peu au centre de notre épisode une grosse compétence de donc la vulgarisation. Mais en fait, il y a plein de compétences connexes ou annexes qu'il faut «maîtriser» entre guillemets pour s'aider et Mmh. pour être, on va dire bon, dans sa vulgarisation. Qu'est-ce que tu identifierais toi comme compétences clés que tu as pu développer et qui t'aident au quotidien? C'est une très bonne question. Déjà, je crois que la vulgarisation, il y a toute la question de la synthèse, en fait, dont je te parlais Mmh. tout à l'heure. De savoir un peu comment tu arrives à mettre, les choses en mots, mais même aussi comment tu arrives à structurer ta prise de parole pour qu'elle soit la plus logique et la plus accessible possible. C'est pas une compétence, mais je pense à la curiosité, plus C'est une quand t'es. compétence. Ah ouais? Moi, je le mets pas forcément dans les compétences, plus dans les appétences ou dans des traits de personnalité, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut s'affiner ou en fonction. En tout cas, quand tu travailles avec, des personnes qui veulent vulgariser des choses, Mmh. poser ces questions ou aller chercher, tu vois? De plus en plus, on a souvent ce truc de dire, répéter pourquoi plusieurs fois, ça t'oblige à aller au fond des choses, mais en vrai, ça aide aussi à faire en sorte de travailler ce muscle, d'arriver à présenter les choses différemment. Donc je mettrais vraiment la curiosité comme un des éléments Mmh. importants de la vulgarisation. Et en fonction, en fait, du domaine que tu veux vulgariser, je trouve que c'est quand même important d'avoir la compétence première sur cet écosystème. Je repense à Léa Chou, qui est la sociologue dont je parlais au début. Et elle en fait, elle parle de son mémoire de fin d'études, de sujets qui la passionnent dans la vie de tous les jours, mais il y a quand même un gros travail en amont. De déjà, ses études lui fournissent un Mmh. gros socle de compétences et de connaissances sur le sujet, donc elle sait aussi un peu où piocher et savoir ce qu'elle peut partager. Mais pareil, comme, tu vois, moi, avant chaque newsletter, elle fait des grosses recherches avant ses vidéos. Elle rencontre des personnes aussi qui sont compétentes dans la thématique donnée pour, après tout compiler et revenir, en fait, à la synthèse, dont je parlais Mmh. tout à l'heure. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est à la fois la curation et la synthèse.
Parce que tu as la phase où tu pars un peu comme dans le design thinking, tu vois? Où tu pars dans tous les Mmh. sens, donc tu es en arborescence et après où tu essayes de recentrer pour essayer d'être, le ou la plus efficace possible dans ta restitution et cette vulgarisation. Mais Ouais. encore une fois, ça dépend aussi de ta personnalité et de ta manière de faire les choses. Ouais. Super et du coup, peut-être un peu de créativité aussi pour parler d'un sujet différemment, d'aller chercher des nouveaux angles et d'amener, une thématique, pas en passant par, on va dire le plus simple, l'expertise basique. Ouais, Voilà, je c'est vrai et après, le terme créativité peut aussi faire peur, mais c'est aussi important, comme je disais, tu vois, de partir de soi et de réfléchir à ce qui ouais, te met le plus à l'aise en termes de partage. Et après, une fois que tu as trouvé ça, c'est expérimenter. Parce qu'en vérité, c'est au fur et à mesure que tu vas trouver aussi ton style, savoir comment, tu arrives enfin, ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Peut-être que la conclusion, ce serait de se dire: «Bah, en fait, j'aime pas la vulgarisation». Mais au moins, c'est expérimenter, savoir, comment t'arrives à te mettre en mots. Mais quand je dis te mettre en mots, Ouais. c'est parce que moi, j'écris beaucoup, mais ça peut être, en vidéo, audio. Tu vois, même, toi, le travail de podcast, c'est aussi une forme de vulgarisation. En faisant des interviews, comme, Mmh. ça oblige aussi les gens à se poser ces questions de: «Comment je me présente?» Ouais. et à toi aussi de savoir quels sont les angles, les sujets que tu vas aller chercher et sur lesquels tu as envie que, bah, toutes tes auditrices, arrivent aussi à progresser. Et peut-être que pour terminer, j'ajouterais une petite touche de passion, le petit truc de Mmh. cœur, tu sais, qui vient, chercher, cette envie d'aller plus loin, d'aller dépasser mmh, la simplicité dans le sens, le basique, l'habituel Ouais. et d'aller creuser un peu plus loin, de vouloir, toucher d'autres personnes qui ne connaissent pas ce sujet, d'aller partager du coup ton envie et cette petite touche de cœur qui fait, le petit plus, quoi. C'est vrai, mais après, tu peux aussi être, passionné par ton sujet et pas forcément par l'exercice. Exactement. Ce qui est Mais je vois tout à fait. Oui, oui, c'est important d'aimer. En fait, c'est comme encore une fois, je parle de lecture, mais tu vois, c'est comme la lecture. C'est Mmh. important aussi d'avoir du plaisir dans l'exercice et c'est pour ça que je parlais du fait de bien se connaître et de savoir où ça te met à l'aise. Parce que Mmh. si t'as pas cette, appétence première, ça peut vraiment devenir une tannée et c'est pas l'objectif non plus. Complètement. Mmh. On arrive déjà à la fin de notre échange. Il est l'heure de ton petit Oui. challenge. Alors pour le challenge, c'est un peu en fait ce qu'on est en train de faire, mais je me disais que ça pourrait être intéressant pour, les auditrices d'aller voir quelqu'un, que ce soit dans ton entourage ou pas, et de lui demander justement de résumer ce qu'il elle fait ou de lui partager un élément intéressant de son job ou de quelque chose que tu as appris récemment. C'est déjà se confronter à la mise en mots et à essayer de faire en sorte, surtout si c'est des lectures qui sont de la veille business ou autre, mais Mmh, d'arriver à partager ce que tu fais d'une manière, simple et accessible. trop cool. Merci beaucoup, Apolline, d'être venue à mon micro et d'avoir partagé tout ça avec moi. Je te remercie. Merci beaucoup Marine, puis à bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.